Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau mag d'Onis TV. Comme vous le savez maintenant, chaque vendredi, nous accueillons un nouvel invité pour débattre de l'actualité politique, sociale et économique du territoire de l'Onis et plus généralement de la Charente-Maritime. Là, on va sortir un petit peu aussi de la Charente-Maritime. On va aller naviguer du côté de la Vendée et des Deux-Sèvres. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Duforestel, qui est le président du Parc naturel régional du Marais Poitevin. Et pour questionner notre invité, deux journalistes m'accompagnent. Antoine Collin. Bonjour. Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. Pascal Duforestel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va parler un petit peu de vous, très rapidement. Comme je le disais, vous êtes président du parc, mais aussi vous êtes conseiller régional PS de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez succédé à Pierre-Guy Perrier en novembre 2021, si je ne me trompe pas. Mais vous étiez vice-président depuis 3 ans du parc, donc je pense que vous connaissez un petit peu votre sujet quand même. On va essayer. Le parc s'étend sur 3 départements, la Charente-Maritime, je le disais déjà, la Charente-Maritime, la Vendée et les Deux-Sèvres, sur une surface d'environ 112 000 hectares, ce qui est quand même relativement important. Il inclut environ 65 km de côte maritime, c'est pas négligeable, notamment quand on se souvient de la tempête Xynthia et autres. Allant donc de Saint-Vincent-du-Jard, donc ça c'est du côté Vendée, à Marcilly, donc là en Charente-Maritime. Ce que j'ai envie de savoir et ce que j'ai envie que vous nous expliquiez, c'est qu'est-ce que le label Parc naturel régional ? Qu'est-ce qu'il induit et quelles sont vos obligations par rapport à ce label ? Alors c'est un label national qui vient récompenser des territoires d'exception, exceptionnels par leur patrimoine naturel, patrimoine humain, puisque nouveaux arrivants, on rappelle parfois que tout ça ne s'est pas fait naturellement et que c'est l'homme qui a construit tous ces paysages et qui a du coup un certain nombre d'exigences, ce label, rappelé dans une charte, puisqu'on établit une charte qui est renouvelée tous les 15 ans et qui nécessite de veiller à un certain nombre d'équilibres, notamment l'équilibre entre un territoire de vie, puisqu'on y vit, il n'est pas sous cloche, il y a des activités économiques, des activités agricoles, etc. Et en même temps, un maintien de la biodiversité et une préservation de la biodiversité qui est au cœur des enjeux d'un parc naturel régional. Voilà, donc on est 58 au total en France à bénéficier de ce label, avec ici la particularité que vous avez rappelée, à cheval sur 3 départements, sur 2 régions administratives. Tout à fait. Et assez étendue, on est la première zone humide de la côte atlantique. Et à ce titre, on a du coup des vertus importantes, notamment en termes de captation carbone, mais on pourra y revenir. Tout à fait. Alors justement, ce label qui a été créé en 1979, vous l'avez perdu en 1997 et vous l'avez réobtenu en 2014. Si vous l'aviez perdu, c'était à cause qu'il y avait trop de cultures intensives. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, ces cultures ont diminué ? Oui, elles se sont maintenues, disons. On a regagné quelques terres en prairie, puisque c'est un point important qui est justement dans la charte, c'est de regagner des terres en prairie, ce qui n'est pas la mince affaire. Donc vous n'avez pas diminué les cultures intensives ? Très légèrement, puisque la question n'était pas de les diminuer de manière importante, elle était d'éviter qu'elles se propagent et qu'elles augmentent. Donc, en l'occurrence, elles n'augmentent plus. Et on a regagné des hectares en prairie naturelle sur une partie du marais, notamment sur la partie marais mouillé, qui est une partie stratégique dans l'équilibre du territoire. Revenons sur le fonctionnement du parc lui-même. Il y a combien de salariés au sein du parc ? Alors, il y a 24 ETP. Donc, équivalent temps plein pour ceux qui... Voilà, sur 28 ou 29 agents. Répartis donc en grande masse sur Coulon, qui est le siège administratif, et puis sur Saint-Sauveur et en Vendée, où il y a à chaque fois deux agents sur les antennes départementales. Alors bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça représente quel budget pour le fonctionnement lui-même du parc ? Alors c'est un budget total de 5,4 millions et le fonctionnement est autour de 1,9 million par an de fonctionnement
pour le parc. Voilà. Et cet argent, il vient d'où ? C'est les communes, c'est les EPCI, c'est l'État ? Comment ça marche ? C'est un sujet d'actualité qu'on va aborder pas plus tard qu'à la prochaine AG, puisque c'est des amendements des différentes collectivités. En premier lieu, les 2 régions, qui sont les plus gros financeurs, donc Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ensuite, les 3 départements, qui apportent à la fois sur le fonctionnement, mais également sur des programmes d'action spécifiques. Et donc là, on est en train de rééquilibrer cela, parce qu'il y avait un déport sur la partie programme d'action, alors que les 1,9 million n'étaient pas couverts par les cotisations. Il y a en gros 1,3 million. Et puis les communes adhérentes. Et donc l'objet de l'actualité, c'est qu'on va mettre au vote mardi prochain l'augmentation des cotisations et des abondements de l'ensemble des collectivités. Alors justement, pour une commune, ça coûte combien d'adhérer au parc du Marais Poitevin ? C'est ma première question. Et la seconde qui s'enchaîne, qu'est-ce que vous apportez à ces communes en contrepartie ? Bien sûr. Alors, pour faire court, parce qu'il y avait des strates, etc., on était autour des 50 centimes par habitant pour les communes du territoire du parc. Vous parlez au passé ? Au passé, c'est encore le présent, puisque tant que c'est pas voté. Les propositions sont ? C'est 1 euro par habitant. Voilà. Ah oui, quand même. Vous multipliez par 2. Oui. Et pourquoi ? Alors, je peux prendre la question à défaut, c'est-à-dire parce qu'on est le seul parc à ne pas avoir augmenté depuis sa création en 1979, qu'on est une des plus basses cotisations en France. On a pris tous les chiffres des 50 et quelques collègues. L'épisode de retrait du label a fait que ça s'est statué. Puis il y a eu des dotations d'État qui ont un peu masqué les finances, qui étaient ce qu'on appelait le PIT, dans notre jargon. Voilà, donc là, il y a vraiment une nécessité, comme je vous disais, de rééquilibrer, puisque aujourd'hui, on va chercher dans les programmes d'action pour financer le fonctionnement. Il y a un décalage à peu près 600 000 euros entre les amendements et les nécessités de fonctionnement. Et donc, on veut recouvrir, en gros, la partie fonctionnement par l'ensemble des cotisations. Donc, on demande un effort conjoint aux communes, aux intercos qui, pour l'instant, ne contribuent. Donc, il y a 8 intercommunalités qui contribuent à 1 euro symbolique par an. Et donc, on va essayer de... Pourquoi pas aller chercher cet argent supplémentaire sur les intercos, alors par rapport aux petites communes qui ont forcément des budgets contraints ? Non, on a essayé une logique la plus collective et la plus répartie. C'est-à-dire que les communes, certes, elles ont des budgets contraints, mais là, grâce à notre travail de plaidoyer au sein de la Fédération des parcs, donc Fédération nationale, on a obtenu de l'État un apport par augmentation des amendements sur les zones Natura 2000, plus un amendement qui s'appelle Biodive, qui va en gros couvrir les 3/4 des communes qui sont dans un PNR d'une dotation à minimum de 1 000 euros. Donc en gros, l'augmentation qu'on demande, elle va être couverte très largement, même au-delà, par cet apport de l'État à partir de cette année sur 71 communes sur les 90. Je reviens sur ces petites communes et leur budget contraint. Ne craignez-vous pas qu'à l'issue de cette décision, si elle est votée bien sûr, certaines claquent la porte ? Au vu de ce que je viens de vous dire, c'est le fait que, parallèlement, elles vont recevoir de l'État quelque chose qui va couvrir largement l'augmentation de cotisation. Je ne pense pas... Vous êtes optimiste ? Voilà. Je pense que d'après les retours qu'on a du côté des communes, ça devrait aller. Après, les EPCI, ça va être plus long et plus complexe parce que passer de 1 euro à éventuellement 1 euro par habitant, ce qui est la trajectoire qu'on s'est donnée, c'est douloureux dans une période où on voit bien l'augmentation des fongiques, du pétrole, etc., est complexe. D'autant plus qu'il y a une inégalité dans les communautés d'agglo de communes concernées, certaines ayant plus de moyens que d'autres qui subissent des fusions compliquées, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est en débat actuellement, mais parallèlement, ça correspond à des zones de compétences des intercos sur lesquelles elles sont montées en puissance ces dernières années, compétences économiques bien sûr, puisqu'on est un acteur économique, questions climatiques avec les PCAET, questions alimentaires. Aujourd'hui, on parle d'autonomie alimentaire des territoires. Les projets, les PAT sont de compétences communautaires. Et nous, on a un rôle à jouer là-dedans par la marque Parc. Ça, on y reviendra. Voilà, donc il y a plus le tourisme, plus plein d'autres compétences. Un exemple concret de ce que vous pouvez apporter à une petite commune qui adhère au parc. Alors, plein de choses. Une commune de 2000 habitants, par exemple. Bien sûr. Ce qu'on apporte très quotidiennement, là en venant, on faisait le point avec un collègue qui m'accompagnait des missions
régulières qui sont apportées en termes d'aide au paysage, d'aide architecturale, puisqu'on a une architecte qui contribue régulièrement à de l'accompagnement des collectivités pour dire là il faut faire ça, là vous pouvez faire ça, etc. etc. Donc ça c'est des missions tous les ans, il y a des dizaines et dizaines de missions qui sont menées comme ça sur les communes pour accompagner là où elles n'ont pas les ressources, les compétences en interne d'une part. Et puis après, il y a tout ce qui est dans la gestion des communaux, puisque je parlais des prairies, mais on a cette spécificité, on a 22 communaux sur l'ensemble du parc, dont certaines pas loin d'ici, qui sont donc des zones de pâturage communes à plusieurs éleveurs. Et là, on intervient sur l'équipement, sur la gestion de ces communaux. Et puis après, il y a des missions sur la partie touristique, où on coordonne les capacités de mise en tourisme de notre territoire, des régions, des départements, des offices de tourisme, pour avoir une spécificité marais dans ce travail de promotion touristique. Et puis, on aide également indirectement donc, les éleveurs dans le cadre de leur dossier MAE sur l'obtention d'aide au vu des spécificités des prairies naturelles que j'évoquais, notamment celles qui sont accessibles uniquement en barque sur une partie de notre territoire. Voilà, il y a beaucoup de... Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, on se rend compte dans le tour d'horizon qu'on fait actuellement que les gens se sont habitués à ces missions-là. Et donc, du coup, elles manquent de lisibilité aujourd'hui. Voilà. Donc, notre rôle, c'est actuellement de montrer tout ce travail qui est fait quotidiennement pour des communes qui, souvent, comme je le disais, n'ont pas, comme les intercos, comme les départements et les régions, bien entendu, des services pléthoriques et surtout les compétences sur des domaines aussi spécifiques que l'architecture, que le paysage et tout ça. Mais là, juste à côté de chez vous, il y a un jardin sur lequel quelqu'un est intervenu pour aider au dessin, etc. Je pourrais vous en citer des centaines. Quand on couvre un territoire aussi grand, 3 départements, 2 régions, on a dit, est-ce que c'est difficile aussi de trouver un équilibre dans cette aide aux communes, justement ? Oui, bien sûr. Oui, honnêtement, ça l'est, parce que c'est un grand territoire. Néanmoins, j'ai fait le tour là, de beaucoup de collectivités depuis 5 mois, et je m'aperçois qu'en l'occurrence, les petits maires, si je puis me permettre, il n'y a rien de péjoratif, reconnaissent cet apport. C'est pas de ce côté-là où il y a un manque de lisibilité. Il y a éventuellement un manque de visibilité, puisque c'est devenu quelque chose d'assez quotidien. Ils sont habitués à ça. Mais en tout cas, il y a pas, c'est reconnu et plutôt apprécié par les maires en question. Le parc a des défis à relever, hein. Il en relève depuis quelques années, notamment sur des espèces invasives. Et pas que les espèces invasives, il y a un champignon qui vient perturber un petit peu la croissance des arbres et le bon fonctionnement du parc. Yannick a une question. Donc, la calarose, effectivement, un champignon qui tue les frênes têtards, hein, qui est un petit peu l'image, l'ADN, on va dire, du parc du Marais Poitevin. Vous combattez cette maladie en détruisant ces frênes qui sont malades, vous plantez d'autres arbres à la place, tout en diversifiant les essences. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan ? Le nombre d'arbres que vous avez plantés, les différentes essences. Bien sûr. Alors, déjà souligner, puisque c'est vécu comme ça par des observateurs extérieurs, que le parc a été très réactif. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre propagation et d'être en mode d'urgence, à un moment donné, on se rend compte que les arbres étaient en train de mourir. Vous l'avez détecté quand, ça ? Il y a plus de 4-5 ans. Donc, il y a eu un gros travail qui a été mené, très participatif, qui a permis de déterminer 6 espèces d'arbres pour suppléer donc à ces différentes essences dont on parlait tout à l'heure. Les 6 essences, voilà. Il y en a en peuplier, il y en a en érable, etc. Donc, il y a les 6 espèces. Pourquoi 6 espèces ? Parce que justement, il faut éviter le côté uniforme. Et si demain, le peuplier noir a une maladie également, au moins il y en aura 5 autres qui ne seront pas atteintes, etc. Donc il y a eu ce travail très fin qui a été mené. Et très vite, un plan de replantation qui est lancé donc, depuis 3-4 ans maintenant et qui nous amène à replanter à peu près 5000 arbres par an. C'est à peu près le nombre de l'an dernier. Qui va monter en puissance, puisqu'on est accompagné à la fois côté privé par la Fondation du patrimoine,
Et puis, on compte beaucoup sur notre contribution à la coopérative carbone rochelaise, du territoire rochelais, puisqu'on est membre de la Société coopérative d'intérêt collectif, et qu'en gros, on est un des grands territoires de compensation carbone qui va permettre de faire venir des fonds privés et publics. Alors, vous pensez à quel fonds public? Est-ce qu'on peut penser à l'Europe avec des fonds leaders, par exemple? Là, de ce côté-là, pour l'instant, non, on n'a pas levé de fonds, mais le potentiel, comme je disais, d'acteurs privés et de collectivités qui ont besoin de compenser parce qu'elles ne pourront pas réduire suffisamment leur émission carbone, peut les amener à aider à la plantation et donc d'augmenter de manière conséquente cette... Concrètement, la maladie a reculé? Non, la maladie ne recule pas, la maladie se Non, elle est propage, toujours là. voilà, Ouais. on la voit quand on se promène dans le parc, quand on voit sur certains arbres le début de cette... Donc, est-ce à penser que d'ici quelques années, il n'y aura plus aucun frein de tétard dans le parc? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors Ça, vous l'avez appréhendé? Oui, tout à fait. Alors après, c'est très compliqué de donner une échéance très précise, si c'est 10, 20, 30 ans. On est sur ce rythme-là. Donc, il y a nécessité, puisqu'on a à peu près 400 000 freins aujourd'hui. Et rappelez-nous combien ont été... Je vous dis, 5 000 par an depuis 3-4 ans, Ouais. avec la nécessité de monter en puissance. Il y a bien du sûr. boulot, oui. Il y a du boulot, mais le boulot ne manque pas sur le parc. Ça coûte combien de replanter 5000 arbres par an et c'est financé par qui? Alors, Par les communes par, alors, on a un plan spécifique là-dessus. Plusieurs collectivités ont décidé d'apporter. Il y a des fois, certaines ont dans leur PCAET des replantations qui ne sont pas dédiées et pointées spécifiquement sur le frêne. Mais nous, par exemple, avec l'agglo de Niort, on essaie de dire, c'est là-dessus qu'il faut le pointer, sachant qu'on a d'autres défis qui ne sont pas liés à des maladies, mais par exemple de plantation de peupliers, puisque là aussi, on s'aperçoit que le nombre de peupliers a plutôt diminué. Si on prend un spectre large d'un demi-siècle, ça a diminué quasiment de moitié. Alors même qu'aujourd'hui, il y a une économie du peuplier qui est assez vivace et assez puissante, puisque le contexte international fait que le peuplier est un peu demandé. Et donc, il faut qu'on replante aussi pour fournir à la fois à l'économie, mais également pour le paysage, puisque c'est la combinaison entre ces frênes et têtards, ces arbres têtards, on va dire maintenant, et les peupliers qui fait la spécificité d'une partie. PCAET qui a eu du mal à convaincre l'agglo rochelaise la semaine dernière. C'est passé au forceps. Oui, j'ai suivi ça de loin ou de près, mais en effet, oui. Alors pour des raisons autres qu'on a abordées et qu'on a eu... J'étais à la manœuvre en tant que président de la commission climat à l'époque, qui est la question de l'éolien, qui est une question très délicate, mais qu'il faut aborder comme le reste. Il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Donc, en l'occurrence, nous, on a fait un schéma éolien qui permet de dire comment on contribue à l'effort national de manière limitée, parce que notre paysage et nos spécificités fait qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que la centaine d'éoliennes qu'il y a déjà sur le territoire du parc. Mais en tout cas, il faut aborder ces débats de manière claire, transparente vis-à-vis de nos citoyens et courageuse. Encore une fois, comment vous arrivez à trouver un équilibre entre économie et environnement? Vous disiez on plante des arbres pour l'économie, mais aussi pour l'environnement. C'est ça. L'équilibre est parfois un peu délicat à trouver entre ces deux volets-là. Mais le parc, j'aurais dû le dire dans les spécificités, ça c'est pas dans notre charte, c'est dans son histoire, son ADN et l'histoire même de ce territoire. C'est un territoire de compromis depuis des siècles. Voilà. C'est un compromis hydraulique à la base. Comment on gère l'eau en fonction des différents besoins. Et on est resté ce territoire de compromis. En soi, nous, on n'a pas de compétences. On n'a ni de pouvoir de police, on a très peu de pouvoir en termes de compétences traditionnelles. C'est les collectivités qui sont membres qui ont le pouvoir. Voilà. Donc nous, notre pouvoir, il est de créer du compromis en permanence. Alors, pour certaines personnes, ils regardent ça de haut en disant moi, je dis c'est magnifique, créer du compromis. C'est période de guerre, on ne va pas dire que... Voilà, bon. Mais en effet, c'est tout le temps de l'équilibre. Voilà, donc le peuplier en est un. Il faut... à la fois, il structure le paysage, donc il nous faut des peupliers. Il sert une économie avec des très très belles entreprises. Vous en avez ici en Aunis, groupe Linké. Notamment à Saint-Jean-du-Versé, oui, voilà, tout à fait. qui est une très très belle boîte, qui fait des choses magnifiques, de la recherche, du développement. Donc nous, il faut qu'on encourage tout ça. Et c'est ça aussi la question. Est-ce que ces arbres-là, est-ce qu'ils contribuent à une économie locale ou à une économie plus générale, plus nationale, voire internationale? Là, en l'occurrence, on parle beaucoup de
compris en termes alimentaires, hein, de souveraineté territoriale, d'autonomie territoriale, nous, on peut contribuer à une économie plus localisée. Voilà, le peuplier, après qu'il serve un peu partout en France, mais en tout cas, l'intérêt, c'est déjà qu'il y ait des peupliers à proximité qui servent, puisqu'il y a un besoin important dans le bâtiment aujourd'hui de peupliers, et qu'ils servent ces économies-là. Et on a 5 ou 6 acteurs un peu majeurs. On a parlé d'Inquier parce que c'est plus proche, mais je pourrais vous parler d'Archambault, je pourrais vous parler de Thibault à Magnier. Voilà, on a 5 ou 6 très, très belles boîtes qui débitent du peuplier, et donc il faut aussi pouvoir les fournir. Or, on ne peut pas rester sur l'imagerie traditionnelle. L'imagerie traditionnelle, on se mariait, on mettait des peupliers. Bon, ça, c'est un peu... On se marie moins. On pourrait peut-être le faire au moment du divorce, mais en tout cas, voilà, il faut qu'on... Et là-dessus, les collectivités, les régions ont fait un plan peuplier pour aider à la massification de la plantation. Alors justement, vous n'avez pas répondu à la question. Combien ça coûte au parc de replanter 5000 arbres par an ? Je crois que moi, je m'étais arrêté sur une évaluation d'à peu près 100 000 euros par an. Est-ce que c'est ça ou non, ou je pense que ça doit être en cumulé, ça, avec la partie peuplier, parce que... non, c'est moins que ça. J'ai pas le chiffre sur c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de toute façon pour l'ensemble du plan. Quoi, oui, parce qu'il faut aussi veiller à la ressource. Donc là, il y a par exemple un gros travail avec les pépinières municipales de La Rochelle pour mettre en pépinière. Ensuite, il y a la question de la replantation. Donc là, on fait travailler pas mal de structures d'insertion, comme Nature Solidaire, sur la partie replantation. Et après, il faut avoir l'accès au terrain, puisque c'est un grand territoire, mais nous, on est propriétaires de moins de 5%, moins de 3%. Oui, le reste, ce sont des propriétaires privés. C'est des propriétaires privés. Donc là aussi, il faut convaincre. C'est très émietté, ce qui rajoute à la complexité. Donc il faut aller voir avec les maires. Justement, je me souviens qu'avant l'épisode Covid, il y avait des campagnes de sensibilisation auprès des propriétaires privés, justement, pour qu'ils participent et qui mettent alors, soit la main à la poche, ou en tous les cas, qui prennent leur pelle et leur pioche pour replanter. Est-ce que ça a été suivi, ça, par les propriétaires, ou est-ce que ça freine ? Non, c'est plutôt suivi. Sans mauvais jeu de mots, d'ailleurs. Non, c'est plutôt suivi. Il y a eu, à un moment donné... un petit désaccord avec le syndicat des propriétaires forestiers, parce que ils avaient la main directe sur ces questions de replantation. Là, on a dit que, comme on voulait rentrer dans une massification, il fallait aller plus loin, et qu'ils n'avaient pas obligatoirement la capacité de portage liée aux masses d'arbres qu'on veut replanter. Mais aujourd'hui, ils accompagnent très très bien ce plan-là. Ils font de la sensibilisation, ils vont chercher d'autres propriétaires pour les convaincre de replanter. Ouais. Pascal Duforestel, je vais vous taquiner un tout petit peu. Je rebondis sur un mot que vous avez prononcé, c'est compromis. Un territoire de compromis, vous faites des compromis. C'est un discours de politique, ça, non ? Peut-être, mais si tous les politiques étaient dans le compromis, ça se saurait. Voilà. Après, qui dit compromis ne veut pas dire consensus mou. Hein. Moi, je fais bien la différence. Pour moi, le compromis, c'était une très très belle chose. Voilà. Et je vous dis, c'est complexe, parce qu'il faut amener, il faut convaincre, il faut trouver des territoire justement de convergence, mais en même temps c'est la nature de cet endroit. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il a été construit sur du compromis, et le compromis hydraulique, il perdure depuis des siècles et des siècles, donc il faut continuer. Il y a un autre défi à relever, mais là, celui-là, il est mondial, mais il touche forcément le parc du Marais Poitevin, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez constaté une incidence sur l'évolution du Marais Poitevin lui-même ? Si oui, lesquelles ? Et qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, pour lutter contre ce réchauffement climatique, même si on sait que localement, quand c'est mondial, c'est un petit peu plus difficile. Ça passe par la plantation des arbres, la limitation c'est multifacteur, donc il faut agir dans tous les domaines. Les plantations sont une base. Augmenter la captation carbone par la plantation, c'est un des éléments. Les économies de consommation énergétique et la sensibilisation de nos concitoyens, des entreprises sur ça, c'en est une autre. La production d'énergie renouvelable sur le territoire, c'est encore un autre aspect. Donc on a commencé par la question éolienne, parce que c'était la plus douloureuse et qu'il fallait l'aborder en urgence à l'époque. Mais on a aussi tout un plan de développement du solaire, d'accompagnement. Là aussi régulé, en compromis avec les activités agricoles, pour ne pas mettre à mal les activités agricoles. Il y a une capacité de développement de la géothermie, qui est sous-exploité aujourd'hui. On a de la méthanisation. On voit aujourd'hui les problèmes du gaz.
on se rend compte qu'il y a un potentiel de méthanisation, là aussi, qui doit être vertueux et régulé pour ne pas déstabiliser la production agricole et faire n'importe quoi. Mais on a des exemples magnifiques, comme à Prin-des-Rançons sur les Deux-Sèvres avec l'unité Déméter. Voilà, donc c'est vraiment agir dans l'ensemble des domaines. Après, les zones de risque, on les connaît, hein. C'est la diminution en eau, c'est la diminution de certains critères de biodiversité à cause du réchauffement climatique, lié notamment à des espèces migratoires qui souffrent aussi du climat dans leur pays d'origine et donc qui viennent en moins grand nombre migrer, je pense aux certains oiseaux, sur nos territoires. C'est la question de la submersion marine, qu'on a abordée là aussi avec un gros travail de sensibilisation grâce au Life Baie de l'Aiguillon, au travers des opérations Et la mer monte, les shows scientifiques et également les bouquins qui en sont extraits, qui nous ont permis là aussi de ne pas rester, ça c'est notre quotidien, sur un discours anxiogène. Voilà. Oui, la mer elle monte, oui, il y a une possibilité de danger de submersion à terme si on y prend soin. Comment on y répond à la fois en régulant les protections traditionnelles que sont les digues, mais également, grâce au travail d'Éric Chaumillon, en donnant des terres et en prenant la solution naturelle comme aussi une piste de résolution de cette question de la submersion. Voilà, donc il y a tout ça. C'est vraiment sur l'ensemble des enjeux qu'il faut agir. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas de pouvoir de police, à proprement dit. Par contre, vos adhérents, les communes et les EPCI, elles l'ont, pour limiter un petit peu les actions qui pourraient être néfastes, faites par des entreprises ou autres, d'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que ces EPCI et ces communes jouent le jeu et sont un petit peu plus durs avec leurs administrés au sens large du terme ? Oui, de plus en plus, parce que la pression sociétale fait qu'elles y sont contraintes si elles n'en ont pas envie. Donc oui, honnêtement oui. Nous on a coordonné les PSAET, on a eu des réunions, donc quand j'étais président de cette commission, et ça va continuer, entre les 8 intercos, justement pour voir les actions. Les PSAET ne sont pas sur le même niveau d'aboutissement, ils ne sont pas toujours aussi volontaristes qu'au Nice Atlantique par exemple. Mais on voit bien que ça progresse. Et là-dessus, on est... autant on n'a pas le pouvoir de police, autant on a un pouvoir de conviction et une crédibilité. Et parce que par ailleurs, si ces actions-là ne sont pas menées à un moment donné, c'est le label à nouveau qui est en jeu. C'est-à-dire que, voilà, nous on a une charte et on se doit de dire aux collectivités, attention, si vous ne faites pas le boulot, derrière on va être encore malmené en 2029, qui est la date butoir de la reconduction du label. Vous vous sentez serein par rapport à cette nouvelle labellisation ? Au vu de des actions qui sont déjà faites, oui. Honnêtement, oui. Après, c'est du gros boulot et il ne faut rien lâcher, quoi. C'est que de toute façon, c'est sur l'ensemble des paramètres qu'il faut agir. Agir sur la question du gap des prairies que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est complexe. Parce qu'on a des facteurs qui ne dépendent pas de nous. C'est le départ en retraite des agriculteurs, le fait que les exploitations elles sont plutôt en augmentation de surface, et donc ça met à mal la prairie où on allait mettre quelques maraîchines. Et que certains investisseurs étrangers mettent des billes dedans aussi. Oui, aussi, bien sûr. Ouais, bien sûr. La Chine, pour ne pas les nommer. La Chine, pour ne pas les nommer. Encore, elle n'est pas trop présente sur le Marais Poitevin encore. Mais un petit peu quand même, ça commence à... Ouais, vous êtes le deuxième invité à nous le confirmer. Ah oui, c'est vrai. Et comment on fait du coup pour protéger tout ça d'ailleurs ? C'est toujours des compromis ou pour protéger ce parc de ces investisseurs étrangers ? Oui, c'est de sonner l'alerte auprès des collectivités qui, elles, ont un pouvoir de régulation, soit dans leur plan d'urbanisme, soit dans leurs différentes missions supra, c'est les SRADET régionaux par exemple, et donc de dire attention, là, il y a tel point. C'est d'agir en alerte, en prévention, en information. Mais quand on connaît leur système, leur façon de fonctionner, est-ce que vous pensez que les compromis, c'est possible avec ces gens-là ? Pas toujours, non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Mais là, je vous dis, c'est aux collectivités qui sont en compétence d'agir et de toujours trouver, parce que là où elles sont malignes, c'est qu'elles vont se glisser dans des interstices de la loi. Voilà, et donc de toujours trouver, y compris avec le législateur quand il doit agir, les moyens de contrecarrer ces stratégies un peu malignes qui détournent nos capacités réglementaires.
On va avancer parce que le temps file. On a encore deux petites choses à voir, notamment sur les défis. Il y a un autre défi, c'est la Jussie. Oui. C'est la Jussie qui étouffe, entre guillemets, les cours d'eau et les canaux du Marais Poitevin. Une question, Antoine. Oui, donc du coup, la Jussie, c'est une plante invasive qui est originaire d'Amérique du Sud. Donc même chose, où on en est aujourd'hui avec la Jussie, quels moyens techniques et financiers sont mis en place pour endiguer un peu le développement de la Jussie, et quelle surface elle occupe aujourd'hui au sein du parc? Je ne peux pas vous dire pour la surface. Après les actions, on a un gros travail avec un autre de nos partenaires qui est l'Institut de l'IBSN, l'Institut du bassin de la Sèvre niortaise, qui drague et qui nettoie et enlève. On n'a pas observé de montée en puissance là, ces derniers mois et de la Jussie, donc tant mieux. C'est un boulot énorme de nettoyage qui est entraîné, mais on pourrait citer au même titre l'invasion régulière par les ragondins, etc. Donc là, on va y venir. Ouais, d'accord. Bon. mais en tout cas, sur la Jussie, il n'y a pas propagation observée depuis un certain nombre de mois. Et est-ce que le réchauffement climatique contribue au développement de ces plantes invasives? Pas toutes. C'est là où c'est compliqué. C'est compliqué. C'est qu'il y a, pour certaines, oui, et pour d'autres, non. Donc on observe. Et là-dessus, on a un travail avec un conseil scientifique qui est bien précieux dans un parc comme le nôtre, avec des chercheurs de très haut niveau qui nous permettent d'être toujours au fait, avec l'INRAE, avec d'autres partenaires, sur qu'est-ce qui bouge, etc., etc. Mais en tout cas, le réchauffement climatique, par nature, fait bouger des lignes. Bouger des lignes sur la capacité d'évolution des espèces, des arbres, de la végétation et des oiseaux et de l'ensemble des... Malgré tout, un véritable travail de bagnard. Je parle à l'arrachage manuel de la Jussie. Oui, ça fait partie sur certaines zones, on ne peut pas passer avec des machines, mais le gros sur les parties navigables, etc., est fait par l'IBSN. Et vous nous confirmez que des subventions au niveau de l'Europe aussi sont en baisse chaque année? Alors, sur cet aspect-là, spécifiquement, je ne peux pas vous le dire. Non. D'accord. Je sais pas. Alors, on en a parlé. C'est le ragondin. Le ragondin au sein du Marais Poitevin. C'est l'objet du billet d'humeur d'Antoine qui nous en parle tout de suite. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle du Marais Poitevin, et qui dit Marais Poitevin dit ragondin. Le ragondin, ce rongeur devenu un peu malgré lui et vous, la mascotte dans ce coin. Bon, on peut pas dire quand même qu'il soit représentatif de la population, j'irai pas jusque-là, il a quand même la dentition de Joe Star, ça fait un peu peur. Je crois qu'on pourrait même l'utiliser sur les paquets de clopes pour décourager les fumeurs, ça serait pas mal efficace, je pense. Enfin bref, si je vous parle du ragondin aujourd'hui, c'est pour vous poser une question, monsieur Duforestel. Le ragondin est-il toujours l'ennemi public numéro 1 dans le Marais Poitevin? Non, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas de sa faute s'il s'est retrouvé chez nous. Pour ceux qui ne le savent pas, ce mammifère rongeur arrive directement d'Amérique latine, comme la Jussie. C'est nous, les hommes, qui sommes allés le chercher. Il est apparu pour la première fois en Sologne à la fin du 19e siècle pour nettoyer les étangs, puisque cet animal consomme principalement de la flore aquatique. Mais aujourd'hui, le vent a tourné pour les ragondins. Plus personne n'en veut ici, enfin presque plus personne. Certes, il est plutôt inoffensif et discret au premier abord, mais quand tu le connais bien, on peut pas dire qu'il soit vraiment partageur, le bestiau. Est-ce que vous voyez de quoi je veux vous parler? C'est quand même un peu un opportuniste, le ragondin. Attendez, on lui offre un territoire magnifique, avec une vue incroyable au bord de l'eau, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est nous défoncer nos cultures et les berges des cours d'eau et canaux. Je vous explique pour ceux qui ne sont pas au courant, mais le ragondin, le Myocastor coipus comme on l'appelle, creuse son terrier au bord de l'eau. En période de crue, l'eau rentre dans le terrier et déstabilise les berges ou affaisse les routes situées à proximité. Conséquence, beaucoup d'entre nous ont un peu ras-le-bol du ragondin, et on n'est pas les seuls. Au Royaume-Uni et en Suède, ils ont complètement été éradiqués. Aux Pays-Bas, on s'en rapproche un peu plus. On a quand même essayé un truc dans le Marais, c'est le pâté de ragondin. Et franchement, son succès était un peu inattendu. Preuve de ce succès inespéré, on trouve sa recette sur le site Le Marmiton, c'est pour vous dire. Il n'a pas que des désavantages, et puis vous avez quand même des règles au sein du parc naturel régional du Marais Poitevin. Le respect des animaux en fait partie. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces petits castors? J'ai vu que pas mal de chasseurs ou autres amoureux de la nature se sont lancés à leur poursuite. On les appelle les piégeurs. Mais là, on peut carrément faire un remake de The Revenant. Est-ce que vous vous souvenez de ce film où un trappeur, incarné par Leonardo DiCaprio,
je crois que c'est à la fin du XVIIIe siècle, va à la chasse aux ours, justement. Donc là, justement, si vous voulez vous en débarrasser, il va falloir ouvrir une section trappeur de l'extrême. Sinon, Spielberg va devoir ressortir de son placard le 5e volet des Dents de la Mer. Mais cette fois-ci, ça sera les Dents du Marais. Ça en jette pas mal, non ? Quand même. En tout cas, monsieur Duforestel, il y a du boulot dans le Marais. Sachez en tout cas que plus vous les chasserez, plus ils vont se reproduire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les piégeurs. Alors j'ai peut-être une petite solution qui pourrait à court terme vous aider. Faire appel à Éric Zemmour. En ce moment, ce n'est pas la joie dans les sondages et les opportunistes, il les connaît bien. Puis ça se trouve, il va prendre conscience que le grand remplacement, ça se passe pas en France, mais plutôt dans le Marais Poitevin et non pas aux portes de nos frontières où des milliers de réfugiés sont encore en proie à la détresse la plus totale et n'ont pas la chance de vivre dans un espace naturel aussi agréable que notre ragondin régional qui est tout de même l'un des plus grands rongeurs semi-aquatiques au monde. Oui, le ragondin, c'est un vrai fléau, faut bien le dire. Oui, mais il y a certaines ONG ou certaines associations environnementales qui disent qu'à un moment donné, de toute façon, une espèce invasive devient une espèce indigène. Alors, est-ce qu'on va avec ça, on va vers ça pour le ragondin ? Elles n'ont pas complètement tort, c'est toujours une question d'équilibre, parce qu'en effet, le ragondin peut manger aussi des espèces qui sont aussi invasives. Donc, tout est question d'équilibre, là encore. Je suis désolé pour le compromis. Mais après, de là à chercher Zemmour, je n'avais pas pensé à cette solution extrême. Mais je ne suis pas sûr. Mais c'est rigolo ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait un reportage de France 2 qui est venu l'hiver sur le Marais. Et la journaliste disait « Oh, c'est magnifique !» en parlant du ragondin, parce qu'il y avait un ragondin qui passait devant. Et donc, elle n'avait pas du tout en tête le côté invasif, le côté, etc. Et puis, l'autre anecdote, parce que moi, je suis en charge de la coopération internationale à la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que nos amis québécois, ils appellent ça le lapin, le lièvre du Marais. Ah. Voilà. Et c'est un conseil que je donnerais à tout jeune qui veut monter une start-up pour vendre du pâté de ragondin, c'est de plutôt appeler ça pâté de lièvre du Marais. Parce que ça peut changer complètement la vision d'un produit qui est plutôt bon d'ailleurs, donc quand on le goûte, mais souvent c'est rebuteur simplement parce que les gens voient pâté de ragondin, ils se disent il y a le mot rat dedans, déjà, le mot rat, ouais, voilà, exactement, qui est un petit peu... ça aide pas. Voilà. Donc c'est peut-être une piste à lever pour des jeunes entrepreneurs que de les pousser à faire du pâté de lièvre. Ce que vous venez de dire, c'est que le ragondin fait partie du paysage du Marais Poitevin maintenant. Oui. Alors... Et dans les valeurs du Marais Poitevin, dans la charte, il faut préserver la faune. Oui, tout à fait. Oui. Alors est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là ? Non, il n'y a pas de paradoxe. Piéger le ragondin et puis le préserver. Non, c'est vraiment une question d'équilibre. C'est qu'en effet, une fois de plus. Ouais, une fois de plus. Honnêtement, c'est que qu'il y en ait, c'est pas obligatoirement gênant, mais qu'il y en ait beaucoup, en effet. Après, c'est un vrai problème d'entretien. Mais est-ce qu'on peut arriver à réguler alors cette population ? C'est ce qui se fait depuis pas mal d'années. Là, le problème, c'est qu'il y a une toute petite recrudescence parce que, en effet, y compris nos amis chasseurs, ils sont pris par d'autres priorités à côté. Je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais il y a aussi de plus en plus de sangliers. Donc, la question des chasses aux sangliers, où ils sont appelés, y compris par les préfectures, pour éviter que les sangliers rentrent en ville. Bon, voilà. Donc, puis c'est quand même meilleur que le ragondin. Ouais, c'est sûr. Vous avez prévu une dégustation. J'attends la dégustation. On va passer au volet tourisme, si vous le voulez bien, parce que c'est une chose importante pour le Marais Poitevin, en tous les cas pour son économie, et notamment pour les communes qu'il compose. Est-ce que un label, c'est obligatoirement un aimant à touristes ? S'il n'y avait pas ce label-là, forcément, les touristes se détourneraient de notre territoire Marais Poitevin ? Ça y contribue beaucoup. C'est sûr qu'être parc naturel, tout de suite, ça donne une image qui, en plus, correspond aux aspirations actuelles qu'on ressent dans le tourisme et que la crise Covid a renforcé, cette aspiration vers la nature, vers des espaces un peu privilégiés, etc. Le piège pour nous, c'est à la fois de concentrer cette masse sur des temps courts. Vous allez nous parler encore d'équilibre, je crois. Ouais, je suis fait pour ça, je crois. Donc trouver un équilibre entre la masse touristique et bien montrer ce que vous avez rappelé en intro fort justement, c'est que le parc, ça n'est pas que la Venise verte. Voilà. La Venise verte, un écran magnifique, etc. Certes, c'est celui qui attire beaucoup, plus d'1 million de visiteurs en barque, etc. Pas obligatoirement au moment les plus propices, mais peu importe, en tout cas, ils y viennent. Mais nous, ce qu'il faut, c'est qu'on répartisse et qu'on fasse valoir que dans cette belle complexité du Marais, il y a des marais desséchés qui ont aussi des vertus et un intérêt touristique, et qu'il y a une zone littorale
avec en l'occurrence 150 km si on fait tout le tour des côtes. Bon, voilà, donc il faut qu'on développe une approche répartie sur l'ensemble du parc. Et on a là-dessus le projet qui va aboutir cette année de Sèvres navigables avec... On y vient, on va en parler forcément, on va en parler. Juste une question, économiquement, le tourisme, ça paye bien pour le parc du Marais Poitevin ? Ça paie des acteurs économiques qui en vivent. Donc nous, on peut être que content quand des acteurs économiques vivent dans le Marais, parce que ça fait des gens qui habitent dans le Marais, ça fait des acteurs, et ça fait des taxes pour les collectivités, etc. Donc en ce sens-là, sur le parc lui-même, non. Et est-ce que cette économie a été favorisée par la période Covid ? Un retour à la nature, des gens, alors, hormis les périodes critiques de début de crise, oui. On s'en sort plutôt pas mal en termes de fréquentation touristique sur quelques sur chiffres le parc. Non, je ne les ai pas en tête, mais en gros, on est sur le même trend que précédemment, avec ce million de visiteurs à l'année sur les visites en barque, des 15 embarcadères, parce que là aussi, il n'y a pas que sur Coulon, il y a également, pas loin de chez vous, à Bazouin notamment. Vous parlez d'essayer de limiter peut-être, ou en tous les cas de faire attention à cette masse touristique. Quels sont les leviers en votre possession pour justement... c'est difficile de limiter le passage des gens sur un territoire, surtout en France. On est quand même dans un état de droit, on a le droit d'aller partout. Comment vous faites pour dire, bon, attendez, là, vous allez mettre des barrières ou des choses ? Comment ça marche ? Pas du tout, c'est de répartir. Hein. C'est vraiment de diversifier, là encore, les modes touristiques. Donc, que celui-ci existe et continue, on n'a rien contre, bien au contraire. Mais je vous parlais donc de ce projet de bateau. Donc, dès l'été prochain, on pourra louer un bateau habitable et descendre 60 km de Sèvres avec des haltes, etc. et découvrir la Sèvre de manière unique et magnifique. On a des pistes cyclables qui sont de plus en plus fréquentées. On est à l'intersection entre la Vélo Française et la Vélo Odyssée. Quand vous regardez là aussi l'augmentation de la fréquentation sur les dernières saisons, c'est juste énorme, quoi. Et donc là, on va multiplier les pistes et montrer comment, à partir de ces pistes-là, on a des zones d'observation magnifiques. Là, on est en train d'y bosser dans la continuité de ce qui a été déjà fait en Vendée, pour que sur, juste à côté, et Nantes, Charon et tout ça, il y a un nouveau trajet de pistes cyclables avec des observatoires qui permettront de voir la baie de l'Aiguillon, qui pourront voir les réserves ornithologiques, etc. Voilà. Donc c'est plutôt dans la diversification et non pas dans le frein. D'accord. Si je peux me permettre, Monsieur Duforestel, peut-être encore un compromis à trouver du côté de Charon et des Nantes. Je prends. Avec les chasseurs, par rapport à cette fameuse piste cyclable et la chasse à la tonne. Ouais. Visiblement, ils ne sont pas très favorables. Oui, bien sûr, mais on y travaille avec les collectivités pour voir en effet quelles sont les zones de compromis, les zones de passage où on peut aller, etc. Mais ça fait partie du jeu, mais je pense qu'on va trouver une solution. D'accord. Vous l'avez évoqué, c'est Pénichette. C'est un gros projet, hein, Pénichette. Hein. Si je ne me trompe pas, on est à peu près à 800 000 € la Pénichette. Hein. C'est quand même un investissement relativement lourd. On peut voir à quoi ça ressemble. On a une image, voilà. Alors si ça n'a pas changé, voilà. Dans quoi vont pouvoir se balader de Niort à Maran les touristes ou les locaux d'ailleurs. Après tout, c'est pas réservé qu'aux touristes. Voilà ce que nous disait Jean-Pierre Servant il y a quelques jours à propos de ce projet qui, bien évidemment, touche aussi la CDC au Nice Atlantique. On parle souvent Maran en regardant nord-sud et donc cette fameuse traversée routière. Mais aussi, on a cette Sèvre niortaise avec un fort potentiel touristique sur Maran. Je disais tout à l'heure, ces 160 anneaux qui sont ici. Vous savez qu'il y a un projet de tourisme fluvial qui va voir le jour, ce qui veut dire que dès cet été, eh bien, on aura, puisque alors une péniche pour commencer, un bateau habitable qui pourra naviguer entre Niort et Maran, avec arrêt à Maran. Et on sait que ce projet-là, un deuxième bateau arrivera ensuite, avec cet objectif de développer. Donc, et puis aujourd'hui, évidemment, on a les embarcadères qui sont sur Maran. Donc oui, il y a un potentiel énorme sur Maran et on va tous y travailler, là, les uns et les autres, évidemment avec la mairie, principalement mairie, communauté de communes, département, pour que cette filière ou ce tourisme se développe bien dans les prochaines années. Alors Jean-Pierre Servant a oublié le PNR, mais bon, vous faites partie de l'ensemble.
C'était indispensable, ça Jean-Pierre Saint-Roland n'oublie jamais le PNR, parce qu'il en est le vice-président. Oui, non, mais enfin, quand il a cité les acteurs, alors vous n'êtes pas très prolixe sur le site internet, en tous les cas, du parc technologique régional. Donc, à terme, il y aura combien de pénichettes ? On parle de 2 prototypes là qui arrivent. C'est ça. À terme, il n'y en aura que 2. Après, ça peut monter en puissance. Là, c'est un projet au long cours, qui date de plus de 10 ans. Qui a eu des rebondissements, etc. Là aussi, créer des compromis, c'est pas toujours facile. Pour plein de raisons. Pour des raisons techniques, on a vu le bateau. C'est un compromis en fonction de la réalité des tirants d'air et des tirants d'eau du Marais, qui ne sont pas les mêmes. Donc, on ne pouvait pas faire un copier-coller d'un autre bateau sur un fleuve plus large, plus long, plus profond, etc. Compromis environnemental, puisque vous avez vu, il est autonome en énergie, il y a des panneaux photovoltaïques, il ne rejette pas les eaux grises, etc. Bon, voilà. On arrive à quelque chose qui sera un objet spécifique parc, et en cela, c'est vraiment une très très belle chose. Malgré tout, un projet qui a pris énormément de retard, Ouais. on est bien d'accord. Vous parliez du nombre de bateaux tout à l'heure, il avait été évoqué en conseil communautaire au Nice Atlantique il y a quelques années, 20 bateaux. Aujourd'hui, un seul va arriver. Est-ce que ça va être rentable, cette affaire ? Mais Le retour sur investissement. Deux vont arriver, c'est un en expérimentation cet été, Oui. 2 à la fin de l'année. Oui. Mais à la fin de l'année, il n'y aura pas trop de touristes pour naviguer sur la Sèvre. Enfin, beaucoup moins, on va dire. Ah, ça, on verra. Ouais. C'est vous qui le dites. Un compromis. Ouais, exactement. Non, mais on a la signalétique mise en place. Donc ça, Oui. l'ensemble des investissements liés au ponton, aux haltes, etc., sûr. pour que le bateau, tout ça est lancé. Plus 800 000 euros de bateau. Voilà, l'enquête publique qui vient de se finir, qui est plutôt positive. On lance ça, on lance une délégation de service public pour qu'il y ait un opérateur qui prenne en charge ces bateaux, les mette en location, etc. On a revu le cahier des charges pour qu'il soit adapté au nombre de bateaux, qui ne sont pas 20, mais qui sont 2 à la fin de l'année. Voilà. Et donc, c'est un modèle économique un peu spécifique parce que notre territoire est spécifique. C'est-à-dire que les références qu'on avait dans le domaine, c'est des linéaires de centaines de kilomètres. Là, on a 60 kilomètres au total, etc. Donc, plus court. On a les spécificités avec des ponts, des passerelles qu'on n'allait pas démonter. Bon, voilà. Et donc, on a essayé il faut trouver le modèle économique. Le bateau, on l'a trouvé, qui correspond à ce territoire-là. Alors justement, dans ce modèle économique, ça devient rentable quand, cette affaire ? Ça sera mécaniquement rentable pour un opérateur. Un opérateur privé ne va pas venir prendre une délégation de service Avec public. un seul bateau, vous y croyez de trouver un opérateur privé ? Ah ben bien sûr, oui. La preuve, c'est que c'est lancé et qu'il y en a 3 ou 4 Qui ont répondu déjà ? qui ont montré leur intérêt, oui, bien sûr. Avec un prix du ticket, hein, parce que ça va pour le rentabiliser, le bateau. Eux sont obligés de faire des prix dans la norme du marché. C'est-à-dire que si demain ils font des locations qui sont 5 fois plus chères que si quand vous descendez le lot, ça va pas le faire. Ça fonctionnera pas. Non. C'est clair, ça fonctionnera pas. Oui, donc... Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous aurez, puisque vous serez dans les premiers locataires, de descendre cette Sèvre tout seul ou avec vos amis, 5, 4, 5, Avec 6, un seul etc. bateau, et on va pas être très nombreux. Ça, c'est clair. Ceci dit, on parle du bateau en lui-même, mais est-ce que il y a eu d'autres travaux en conséquence aussi sur Oui, sur je la vous dis, rive tous les pontons, les aménagements, les bornes pour pouvoir se réalimenter en électricité, les bornes pour pouvoir rejeter les eaux grises afin de ne pas qu'elles soient rejetées dans la Sèvre, tout ça est mené et a Donc été il y a eu un financé par le travail partenaire. d'aménagement. Oui, très très lourd, très important, qui est important. Mais honnêtement, moi je pense que je ferai partie des premiers locataires. Quand on voit déjà la qualité d'une navigation, quand on prend 1 heure ou 2 heures de barque sur n'importe quel désembarcadère, et qu'on imagine qu'on va passer une semaine à descendre depuis Niort jusqu'à Maran et à découvrir le Marais de l'intérieur sur la Sèvre, c'est juste une Et comment ça va fonctionner du coup ce bateau ? Combien de personnes pourront monter dedans ? Je vous dis, un peu plus d'une famille, puisque c'est 6 personnes, avec les couchages qui vont avec la petite kitchenette, etc., qui fait qu'on peut être complètement autonome. Après, au vu des spécificités que je viens de vous dire, nous, on a imaginé assez de haltes pour que les gens puissent accrocher le vélo sur le bateau, prendre le vélo à tel ponton, aller visiter l'abbaye de Maizet quand on n'est pas loin de Maizet, aller visiter Bazoin quand on n'est pas loin de Bazoin, etc. etc. Donc le but du jeu, c'est aussi qu'il y ait un tourisme autour de cette... Et tout cela, selon vous, c'était indispensable ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités pour vous ? Lesquels pour vous ? Je sais pas. Le Ragondin, c'est ça à vous de me dire.
Non, bien sûr que dans la diversification des modes de tourisme que j'évoquais tout à l'heure, c'est un projet superbe. Alors, il y a un label dans le label. Les valeurs du PNR Marais Poitevin. C'est un label intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce label, hein? Il touche notamment les acteurs économiques. On vous a vu il y a peu de temps donner ce label à un fromager, hein, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était Antoine qui était... Nermou. Voilà. La ferme de Nermou. Ouais, exact. C'est quoi ce label et à quoi sert-il en Alors, fait? c'est pas exactement un label, c'est une marque. Ah, c'est une marque, d'accord, autant Donc, pour moi. c'est une marque développée par la Fédération nationale des parcs qui vise à reconnaître des éléments, soit alimentaires, vous en avez cité, mais également des objets touristiques, mais également des objets de métiers d'art, par exemple, d'artisans, spécifiques au territoire, intégrant des notions environnementales et intégrant la valeur ajoutée qu'apporte le territoire dans les modes de culture, dans les modes de production, etc. Donc, non, avec la ferme de Nermou, c'était plutôt le marais mouillé qui était le gros avantage de la... C'est ça, c'est le mode d'élevage des vaches qui font, mais si on prend le Togonais, il est aussi marque parc. Si on prend, vous avez un céramiste pas loin, si on prend l'embarcadère de Bazin, il est aussi marque parc. Et donc, ça permet de valoriser cette spécificité, cet ancrage territorial. Et aujourd'hui, mais sur les modes de consommation, on se rend compte que nos concitoyens sont de plus en plus attentifs. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que on est obligé de passer par des marques comme ça ou d'autres labels, hein, il n'y a pas que des marques, pour mettre en évidence un savoir-faire de territoire aujourd'hui? C'est une obligation. La complexité, c'est la multiplication des marques pour les gens. Voilà, c'est de se repérer dans c'est quoi une IGP, une AOP, le bio, oui, mais le bio, est-ce qu'il y a, etc. Le sentiment qu'on a, là, y compris ces derniers mois, hein, là je vous le dis, y compris à titre professionnel, c'est qu'il y a un attrait pour ce qui est ancré territorialement. Voilà. Et donc le fait qu'on marque parc naturel régional est une plus-value importante pour les gens, parce que là ils se disent, voilà, c'est fait ici, on cerne où est fait de la production, il y a des garanties en termes environnementaux, il y a des garanties, etc. etc. Et donc ils n'ont pas la crainte d'un produit qui serait estampillé mais fabriqué à 500 km avec un bilan carbone. Donc en fait, ça vous met un petit peu plus de pression. Vous créez cette marque qui est forcément liée au label PNR. Donc il ne faut surtout pas perdre le label PNR. Sinon, c'est l'effet domino. Ah ben, c'est hors de question de le perdre, d'une part. Là, c'est créé depuis quelques années. On a déjà 85 produits qui sont labellisés. On multiplie. Il n'y a pas loin, il y a des mojettes qui ont été labellisées il y a 15 jours. Ça, c'est bien. Etc. Donc, oui. Et concrètement, au niveau du cahier des charges, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points? Je peux vous donner, mais c'est très compliqué parce que c'est par typologie de produit que le cahier des charges est défini. Donc, il est défini nationalement, déjà, hein, pour donner des lois, des règles qui s'imposent du fait du crédit du label parc, et qui sont ensuite examinées et revues en fonction de spécificités de notre territoire à nous. Voilà. Et donc, on a des exigences, comme je vous dis, environnementales, donc sur les productions, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs aujourd'hui qui ont la marque parc, et donc les animaux doivent être sortis un minimum tant de temps à l'année, elles doivent manger tel produit, etc., etc. Voilà, donc il y a toute une gamme d'exigences qui sont à chaque fois le fruit d'un cahier des charges national et d'un réexamen par la commission qui s'en occupe au niveau du parc. Le temps file, donc on va avancer dans l'émission. On va passer tout de suite au pour ou contre. Donc je vous rappelle en tous les cas les règles du pour ou contre. Les téléspectateurs commencent à la connaître. On vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre, mais comme vos prédécesseurs, vous aurez au moins un joker si vous sentez que là, ça devient un petit peu tendu. Yannick, ouvre le bal. Alors, pour ou contre plus d'éoliennes dans le parc? Bien sûr, dans le cadre du mix énergétique. Parce que dans le schéma, on a évoqué des possibilités de densification de parc. D'accord. Pour ou contre la plantation d'arbres en lieu et place des cultures céréalières déjà existantes? Pour, dans l'absolu, oui. C'est plus complexe, mais pour.
Pour ou contre le renforcement des actions de la police de l'eau dans le Marais Poitevin? Oui, je vais vous dire pour, puisque on n'est pas mêlés. Pour ou contre le développement de la 5G dans le parc? On a vu que certains écolos criaient un peu au scandale parce que des mâts qui pourraient voulait être installer implantés un peu partout fibre sur le optique rail. et Là, tout ça. là, ça touche le paysage. Donc, Bien est-ce que sûr. D'après les derniers diag que j'ai vus là-dessus, il n'y a pas un apport monstrueux de la 5G par rapport à nos usages. Donc moi, je dirais plutôt contre, puisqu'on a quand même une priorité, c'est déjà d'avoir une meilleure couverture téléphonique sur l'ensemble du territoire. Pour ou contre la construction de digues et contre-digues de protection de submersion marine au risque de freiner l'écoulement des eaux du marais? C'est ce que mettent en avant les associations environnementales. C'est-à-dire, on protège de l'arrivée de l'océan à l'intérieur du marais sec et du marais mouillé, mais on risque d'empêcher l'écoulement des eaux du marais mouillé. Donc, pour ou contre la construction des digues et des contre-digues? Ouais. Alors, pour un C'est plus Normand compliqué. d'origine, adepte du compromis, votre exercice est hyper compliqué parce qu'à chaque fois, c'est beaucoup plus complexe que binaire. Voilà, donc, il faut des digues sur certaines zones, comme je disais tout à l'heure, et il faut aussi, pardon, du en même temps, mais être en capacité de donner à la nature des capacités d'absorption de la submersion. Donc, c'est D'accord. Joker, en gros. Ouais, si vous voulez. Dernière question, mais on l'a un petit peu évoqué. Pour ou contre la limitation du nombre de touristes dans les parcs? On a déjà vu en France des maires prendre des décisions, dire on limite le nombre de touristes, notamment j'ai oublié le nom, c'est en Italie, Venise. à Venise, où carrément on interdit, tant qu'on on est arrivé au quota, pouf, c'est fini. Est-ce que vous seriez pour ou contre ce Non. type de mesure? On n'en est pas là. On est à Venise verte, mais on n'est pas à Venise. On va passer tout de suite à la question surprise. Mais aujourd'hui, on est très généreux avec vous. Il y a 2 questions surprises posées par un personnage bien connu du Marais. Vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré. La question surprise. Monsieur Pascal Duforestel, la situation en termes de biodiversité et de qualité de l'eau dans le Marais Poitevin est, vous le savez, déplorable, et c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le Conseil national de protection de la nature qui régulièrement vous écrit en tant que président du parc ou à l'État pour signaler cet état de fait. Par ailleurs, la Commission européenne a instruit en ce moment une procédure suite au signalement du potentiel bafouement de 9 directives européennes dans le dossier des méga-bassines, et cette procédure est portée par la Confédération paysanne nationale et par les collectifs Bassines Non Merci. Monsieur Pascal Duforestel, est-ce que vous ne craignez pas que votre soutien indéfectible aux bassines génère à la fois une réactivation du contentieux européen au sujet du Marais Poitevin et un nouveau retrait du label du parc naturel régional? Alors, je vais répondre à Julien, que je connais bien, et dont je connais aussi la capacité à faire passer des messages et des contre-vérités. Il y a beaucoup de contre-vérités dans ce que Julien vient d'évoquer. Notamment, on n'est pas dans la situation catastrophique qu'il évoque. La Commission nous a écrit il y a quelques années maintenant. On a fait valoir un bilan à mi-parcours qui montre au contraire qu'on est en progression et pas en dégradation des éléments de biodiversité, etc., comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est pas vrai. Après, moi, je ne parle pas de bassines, je parle de réserve de substitution, c'est le terme. Il faut que Julien rappelle à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que les réserves étaient dans le plan de relance et de reprise du label. Donc c'était une des solutions apportées à l'époque nécessaires à l'équilibre global du territoire. Et j'aimerais que Julien, un jour, m'explique comment on peut faire, au vu des projections climatiques qu'il connaît aussi bien que moi, pour continuer à avoir de l'agriculture, y compris une agriculture plus vertueuse, plus bio, sans eau l'été, sachant qu'on pourra de moins en moins ponctionner. Donc la solution des réserves, elle est discutable, elle peut être discutable sur des éléments, elle fait l'objet là aussi de compromis sur des choses à faire valoir auprès des porteurs de projets, des contraintes et des compensations. Mais en l'occurrence, si on m'apporte aujourd'hui une autre solution
pour pouvoir continuer à cet équilibre global qui veut qu'il y ait de l'agriculture sur notre territoire et qu'il y ait, dans une période aussi catastrophique qu'aujourd'hui, une capacité d'autonomie en termes de production de différents biens de consommation quotidiens, et qui me disent comment. Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas d'autre solution que de stocker de l'eau au moment où elle est plus abondante pour pouvoir s'en servir quand on en a besoin l'été et arrêter de pomper l'été dans les nappes phréatiques. Alors Julien, une deuxième question, elle est un petit peu plus légère, celle-ci, vous allez voir. La deuxième question surprise. Monsieur Pascal Duforestel, ce week-end, c'est le printemps maraîchin. Toutes les forces de gauche, le NPA, la France Insoumise, ELV, le PCF local, les syndicats, la FSU, Sud Solidaire, la CGT, puis des organisations nationales ou internationales comme Greenpeace, la LPO, appellent au printemps maraîchin. Contre les projets de méga-bassines, contre l'agro-industrie, contre également ces politiques d'accaparement et de privatisation de l'eau, et puis surtout pour un véritable projet de territoire construit par l'ensemble des citoyens, et puis pour la recherche d'une véritable paix de l'eau, aujourd'hui source de conflits, vous le savez, sur ce territoire. Il y aura de la culture, il y aura des assemblées citoyennes, il y a un bal qui commence dans une heure, là. Monsieur Duforestel, vous viendrez au printemps maraîchin ? Alors, est-ce que vous viendrez au printemps maraîcher ? Alors, pour que les téléspectateurs comprennent bien, l'émission est enregistrée une semaine avant sa diffusion, parce que sinon, on va pas comprendre. Et c'est pour ça qu'il vous dit que, est-ce que dans une heure, puisque l'émission est diffusée à 18h, ça commence à 19h, est-ce que dans une heure, vous irez guincher au marché maraîcher ? Je vais décevoir Julien une nouvelle fois. Et je vais le remercier de son invitation, parce que c'est quand même gentil de m'y inviter. Lui signaler que moi, je suis pas dans un parti, et encore moins à la tête du parc où il n'y a pas d'aspect partisan, et lui dire que malheureusement j'ai un métier à côté, et pendant cette période-là, je serai sur un salon du vin et de la gastronomie en train de vendre des produits en biodynamie importés du bassin méditerranéen, et je l'appelle à venir consommer ces produits qui sont exploités de manière vertueuse tout autour du bassin méditerranéen. Donc vous n'y serez pas. Bon, je pense que vous allez faire quelques déçus, peut-être ou pas. On arrive à la fin de cette émission, et comme je vous l'avais indiqué au moment de la préparation, vous avez 2 minutes, soit pour revenir sur un sujet pour expliquer, donner un petit peu plus d'explications, soit sur un sujet que nous n'avons pas du tout évoqué pendant cette émission. Voilà, vous avez 2 minutes. C'est carte blanche. Oui, alors je vais peut-être vous surprendre au vu des thèmes profonds, importants qu'on a abordés, mais j'ai pensé à votre question en venant, et comme je suis passé par la grève sur le Mignon, je me suis dit qu'il y avait des personnages emblématiques et importants qui ont vécu et qui sont nés dans ce marais poitevin, et il serait important de les mettre en valeur, qu'elles soient vivantes ou décédées. En l'occurrence, à la grève sur le Mignon, il y a eu Lova-Mour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus jeunes, de Lova-Mour. Les plus jeunes ne s'en souviendront peut-être pas, mais nous, voilà. Oui. Et donc, j'ai une pensée pour Lova-Mour, qui a accompagné notre jeunesse et mon adolescence, en l'occurrence. Et voilà, et je me dis qu'il serait intéressant de mettre en exergue, au-delà de la plaisanterie, il n'y a pas de plaisanterie sur Lova-Mour, que je respecte, mais de mettre en valeur les personnages qui ont, à leur manière, puisqu'elle l'a fait lors d'un clip qui est devenu célèbre et qui a mis en exergue les frênes têtards de la grève sur le Mignon, et puis par cette réputation en termes de santé de la rosée du marais poitevin, mais qui serait intéressant dans nos travaux de mettre en exergue l'ensemble des personnages qui, à leur manière, ont mis en valeur le marais poitevin. Très bien, oui, c'est une bonne idée. Surtout que ça, là, il y a voilà. beaucoup de monde de personnalités dans le marais poitevin. Et ça, je le ferai sans réserve, pour ne pas faire de Merci. Et avec des compromis. Et avec des compromis. Merci Pascal Duforestel d'avoir participé à cette émission. Merci messieurs. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec un nouvel invité. Et puis, bien évidemment, portez-vous bien. À bientôt. Et merci. Hey.